Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, les gardes à vue sans avocat sont contestables selon la Cour de cassation. Des milliers de procédures pourraient être annulées si ces gardes à vue ont eu lieu avant le 15 avril, date à partir de laquelle les avocats peuvent assister aux interrogatoires. À suivre dans ce journal les conséquences de cette décision. Après le décès d'une 16e victime, le concombre est toujours montré du doigt, même si ce soir des tests semblent prouver le contraire. L'Espagne, en tous les cas, refuse d'endosser la responsabilité de cette bactérie tueuse. De nombreuses questions se posent sur la source de l'intoxication et les risques de contamination en France. Débat à suivre tout à l'heure. Les salaires des grands patrons toujours plus hauts. C'est le cas des dirigeants du groupe automobile PSA Peugeot Citroën qui ont doublé leur rémunération en 2010 selon le site latribune.fr. Les salaires des employés sont en revanche restés stables partout en France. Réaction à suivre sur ce sujet et d'autres de notre invité politique, Jérôme Cahuzac, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. C'est dans un instant. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Le gouvernement se mobilise pour venir en aide aux agriculteurs et surtout aux éleveurs touchés par la sécheresse qui sévit désormais dans toute la France. Le mot d'ordre, c'est la solidarité. Bruno Le Maire a annoncé une série de mesures. Les détails avec Margot Brio. Solidarité, c'est aujourd'hui le maître mot au ministère de l'Agriculture. Solidarité d'abord de l'État. Le fonds de garantie des calamités agricoles sera activé pour venir en aide à la profession la plus touchée, les éleveurs. Ils pourront être indemnisés dès le 15 septembre. Pas de détails sur les sommes distribuées, mais Bruno Le Maire prévoit déjà des besoins de plusieurs centaines de millions d'euros. Jamais le Fonds national de garantie des calamités agricoles n'aura été réuni aussitôt de l'histoire agricole française. Nous avons voulu prendre la crise le plus tôt possible en tenant compte au jour le jour de l'évolution de la situation. Solidarité également de la part des banques. Pour assurer leur trésorerie, le Crédit Agricole a accepté de prêter 700 millions d'euros aux éleveurs. Des prêts à 2% d'intérêt et même à 1,5% pour les jeunes agriculteurs. Solidarité enfin du monde paysan. La priorité pour les éleveurs, c'est de nourrir leurs bêtes. Mais les prix ont flambé et certains se sont vus proposer des tonnes de paille à 40 ou 60 euros. Inacceptable pour le ministre qui a pu négocier avec 40 départements un prix garanti de 25 euros la tonne. Des décisions qui rassurent le monde agricole, même si pour beaucoup de paysans, c'est loin d'être suffisant. C'est un ensemble de dispositifs, c'est pas le grand soir, mais ce qu'on cherche aussi c'est d'abord à traiter l'urgence des 3 mois qui viennent. Il n'y a rien de révolutionnaire et il y a surtout, à notre avis, pas de réponse à la hauteur de la catastrophe qui est en train de se préparer sur le terrain. Météo France le confirme, la France vit le printemps le plus chaud depuis 1900. Et la sécheresse touche désormais tout le pays. Les gardes à vue sans avocat sont contestables, estime la Cour de cassation. Des milliers de procédures pourraient être annulées si ces gardes à vue ont eu lieu avant le 15 avril. C'est la date à partir de laquelle les avocats peuvent assister aux interrogatoires. On voit tout de suite les conséquences de cette décision avec Claire Colnet. C'est une décision radicale qu'a prise aujourd'hui la Cour de cassation en annulant l'ensemble des gardes à vue menées avant le 15 avril dernier sans avocat. L'impact de cette décision pourrait être considérable. En France, on compte près de 800 000 gardes à vue par an. L'ensemble des dossiers pénaux en cours de traitement pourront être revus si des demandes d'annulation sont formulées. Cette décision pourrait être lourde de conséquences dans beaucoup d'affaires de mœurs, voire d'homicides, affaires dans lesquelles l'acte de garde à vue constitue souvent le principal élément à charge. Pour l'heure, impossible de connaître le nombre de gardes à vue concernés. Depuis le 15 avril, la présence d'un avocat lors de tous les interrogatoires, principale mesure de la réforme de la garde à vue, est entrée en vigueur. Une présence qui inscrit les procédures françaises dans le respect de la Convention européenne des droits de l'homme, qui requiert présence de l'avocat et droit de garder le silence pour tous les gardés à vue.
Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, confirme, comme l'a indiqué la revue Les Inrecuptibles, qu'il a bien séjourné 2 nuits en 2006 dans un hôtel de luxe de Sidi Bou Saïd à l'invitation de l'Office du tourisme tunisien. Il précise qu'il s'agissait, je cite, d'un geste de relations publiques et rappelle qu'il n'exerçait aucune responsabilité collective autre que celle de sénateur de la Meuse. L'invité politique du 22h à présent, c'est le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et député socialiste, Jérôme Cahuzac. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je viens de le dire, Gérard Longuet, sommé de s'expliquer sur son séjour tunisien. Est-ce que l'éthique a fait une entrée fracassante dans le débat et dans la vie politique? Est-ce que vous, comme tous les autres responsables politiques, vous vous sentez sous surveillance? On a des comptes à rendre à ceux qui nous accordent leur confiance, c'est-à-dire nos électeurs. Et dans le cadre des mandats que ceux-ci nous ont confiés, on se doit d'expliquer nos choix de la façon la plus convaincante et transparente qui soit, chaque fois que c'est possible ou nécessaire. Cette transparence, cette éthique, ça va être un élément qui va compter en 2012, un élément de la campagne, selon vous? Je n'en suis pas certain. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt, n'est-ce pas, pour savoir ce que seront les thèmes de campagne présidentielle qui ne démarrera vraiment qu'au premier trimestre de l'année prochaine. Mais si tel était le cas, et contrairement aux espérances de Nicolas Sarkozy et de ses amis, ce ne sont pas des sujets qui gêneraient la gauche ou le Parti socialiste. Alors, il y a l'éthique et la morale en politique, et puis il y a celle aussi qui peut s'appliquer aux grands patrons. Qu'en est-il justement? Selon le site latribune.fr, les salaires des grands patrons ont explosé en 2010. C'est le cas pour ceux du groupe automobile français PSA Peugeot Citroën, avec des primes exceptionnelles. La crise a du bon, finalement, pour certains. Pour les dirigeants de certaines grandes entreprises, crise ou pas crise, l'impression qui prévaut, c'est que c'est le jackpot permanent. Un jackpot permanent quand ça va bien, et que ceux qui en bénéficient justifient précisément par leur réussite, et un jackpot qui se poursuit quand ça va mal, au motif que les choses pourraient être pires et que telle entreprise va néanmoins mieux qu'une autre. Voilà pour le constat. Mais où est passé le PS donneur de leçons? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Le PS ne donne pas de leçons, le PS propose des politiques alternatives, et les donneurs de leçons sont plutôt du côté de l'UMP, et notamment de Jean-François Copé. C'est plutôt sa marque de fabrique que la nôtre. Sur le fond, ce qu'il faut bien constater, c'est qu'avant la crise, comme pendant la crise, mais la crise a révélé une situation qui déjà n'était pas satisfaisante, la richesse produite, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, va probablement davantage aux actionnaires qu'aux salariés, c'est-à-dire au capital qu'au travail. Ça, c'est presque sûr, et parce que je vais rappeler quand même que la masse salariale des employés est restée stable partout en France. Elle est restée stable peut-être de façon macroéconomique, mais pour chaque salarié, je n'en suis pas certain. Quoi qu'il en soit, et pour reprendre mon propos, la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse produite, est allée probablement exagérément au capital plutôt qu'au travail, c'est-à-dire aux actionnaires plutôt qu'aux salariés. Et au sein des salariés, la distorsion de la distribution des revenus est massive en faveur des principaux dirigeants, à ne pas confondre avec les dirigeants des petites ou moyennes entreprises, lesquels ne supportent plus, et à raison, d'être confondus avec ces grands patrons pour lesquels il y a le jackpot permanent. Mais les exemples sont maintenant trop nombreux, soit dans la banque, on l'a vu il y a 15 jours, 3 semaines, où l'on a appris que les dirigeants des principales banques françaises percevraient cette année plusieurs millions d'euros. Jackpot permanent dans les entreprises de l'énergie, je pense à GDF Suez, où, si le sujet vous intéresse, vous pouvez remarquer, ou vous remarquerez, ce qu'a été l'évolution d'un des principaux dirigeants de cette entreprise qui, en quelques années, a vu sa rémunération multipliée par 250%. Mais on peut tous les citer, Jérôme Cahuzac. Et après, que faire? S'il y a quelque chose à faire. Mais je vous en prie, terminez votre propos, puis je finirai bien après. C'est ça, c'était ma question. Quelle est votre question, alors? Après les avoir tous cités, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pour certaines, c'est des entreprises qui sont privées. Alors, pardonnez-moi, mais je ne pensais pas les avoir tous cités, mais je tentais de donner des exemples frappants. Pourquoi? Parce que dans la banque, le moindre découvert se chiffre par des factures tout à fait inadmissibles pour ceux qui, malheureusement pour eux, en sont victimes ou l'objet. Parce que dans l'énergie, dans l'entreprise de l'énergie, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un bien comme un autre. On peut se faire couper l'électricité ou le gaz, et l'hiver, les choses deviennent alors difficiles. Et pour autant, ceux qui, d'une certaine manière, prennent ces décisions, s'exonèrent à l'évidence de tout sacrifice et se versent même des rémunérations invraisemblables. Que faire? Certains proposent d'interdire, je crois que la chose est très difficile, ou en tout cas impossible selon moi,
dans les entreprises où l'État n'est pas majoritaire. Et donc je crois qu'il faudrait s'inspirer, je vous en prie. Certains, c'est le projet socialiste qui propose d'encadrer les salaires des patrons des entreprises où l'État est actionnaire. Donc vous dites que les socialistes ne peuvent pas faire ce qu'ils disent. Non, ce n'est pas ce que je viens de vous dire, mais votre question est pour autant intéressante. Là où l'État est majoritaire, la chose est possible. Là où il n'est pas majoritaire, ça n'est pas possible. C'est ce que je m'efforçais de vous dire. En revanche, ce qu'il est possible de faire partout, dans les entreprises privées comme publiques, que le public soit majoritaire ou pas, c'est tout simplement ce que Roosevelt avait fait entre les deux guerres, c'est-à-dire introduire une fiscalité dissuasive qui calme les ardeurs lucratives, qui calme l'avidité de certains dirigeants, en leur faisant comprendre qu'au-delà d'un certain niveau de rémunération, eh bien, c'est en fait la fiscalité qui s'en chargerait et donc rendrait ces rémunérations inutiles au-delà de ce niveau. Pour votre information, et puisque je vois que le sujet vous intéresse, Roosevelt... Il intéresse tous les Français, je pense. Oui, enfin, en m'adressant à vous, en fait, j'espère m'adresser à davantage. Roosevelt avait décidé une fiscalisation à 82% au-delà d'un certain niveau, c'est-à-dire que c'était purement et simplement confiscatoire. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Il n'y a plus eu aux États-Unis de rémunération indécente, et ce jusqu'en 1962. Ceci pour répondre à l'argument souvent invoqué qui voudrait que si on ne rémunère pas correctement ces gens-là, ils partiraient et l'entreprise irait plus mal. Jamais les États-Unis n'ont été aussi puissants que dans la période où les rémunérations des dirigeants étaient précisément limitées. D'autres dossiers, Jérôme Cahuzac, vous et d'autres députés socialistes, vous pointez la responsabilité de Christine Lagarde dans l'affaire Tapie, dans son choix de recourir en tous les cas à l'arbitrage dans l'affaire Tapie. La ministre a laissé entendre dernièrement que ce choix avait été décidé, proposé avant son arrivée à Bercy. Est-ce que dans ce cas, il vous apparaît légitime aussi de vous intéresser à l'action de son prédécesseur et de son cabinet, c'est-à-dire Jean-Louis Borloo? Je crois connaître cette affaire. Je pense m'être procuré ou avoir reçu l'ensemble des documents relatifs à cette décision. Je n'ai rien vu, rien trouvé, rien lu qui intéresse en quoi que ce soit Jean-Louis Borloo ou un de ses prédécesseurs, Thierry Breton, par exemple. Rien. Alors je sais que aujourd'hui la défense de Mme Lagarde tente d'expliquer que la décision qu'elle a prise fut préparée par certains de ses prédécesseurs. Rien dans les documents que j'ai pu consulter ne permet d'étayer cette thèse. Absolument rien. Et puisque vous m'interrogez sur non pas l'affaire Tapie, car s'il y a une affaire, c'est une affaire Lagarde, mais pas une affaire Tapie. Puisque vous m'interrogez sur cette affaire-là... Pour l'instant, les présumés innocent, donc je l'appelle quand même l'affaire qui concerne le principal intéressé qui est M. Tapie. Qui est donc présumé innocent lui aussi, je suppose. Et donc, concernant cette question, en fait celle du litige qu'il fallait régler entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, cette question a été réglée par une décision de justice privée et c'est Mme Lagarde qui a décidé de dessaisir la justice ordinaire. La procédure elle-même fait l'objet de remarques très dures de la part de la Cour des comptes, d'observations qui sont même à ce point sérieuses. Pour la ministre, le dossier est vide. Est-ce que je peux terminer cette phrase, si ça vous ennuie pas? Et donc la Cour des comptes fait des observations à ce point sérieuses que le procureur général près la Cour de cassation, qui est quand même le plus haut magistrat de France, a décidé de saisir la commission des requêtes près la Cour de justice de la République. Et un autre procureur, le procureur près la Cour des comptes cette fois-ci, a décidé de déférer 2 hauts fonctionnaires devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Ce sont des procédures très rares, qui prouvent que, contrairement à ce que certains croient, espèrent ou prétendent, le dossier n'est peut-être pas vide. Pour autant, si Christine Lagarde était nommée au FMI, comme tout Français, j'en serais très fier. D'abord parce que ce serait un ressortissant de mon pays, ensuite parce que ce serait une femme. Pardon ? Donc elle serait une bonne candidate pour vous, si vous en êtes je laisse simplement parler mon cœur de Français en la matière. Quant à savoir si c'est une bonne candidate, je m'étais permis, comment dirais-je, de suggérer une forme de prudence aux autorités françaises, car si d'aventure Mme Lagarde est effectivement élue directrice du FMI, et si elle doit être interrogée par la justice en France, vous imaginez l'image qui serait ainsi donnée. Il me semble qu'on aurait pu attendre la décision de la commission des requêtes près de la Cour de justice de la République pour lancer cette candidature, ne serait-ce que pour ne pas mettre Mme Lagarde dans une situation difficile. Tous ceux qui comptent en tant que proches du DSK, ou en tous les cas qui croient compter, disent l'avoir eu au téléphone. Est-ce que c'est le cas pour vous? Écoutez, je ne dois pas compter beaucoup car ça n'est pas mon cas. On vous dit proche de lui. On se trompait? Je pense l'être, mais comment vous dire, il y a plusieurs façons de manifester son amitié et son soutien à Dominique Strauss-Kahn.
Et je ne l'ai pas eu personnellement au téléphone. Je ne suis pas certain d'ailleurs que tous ceux qui prétendent l'avoir eu au téléphone aient pu effectivement lui parler, parce que c'est tout simplement très compliqué au regard du contrôle judiciaire auquel il est soumis. Alors, et à partir de quel moment, Jérôme Cahuzac, vous allez tourner, même douloureusement, la page de Dominique Strauss-Kahn et choisir votre candidat pour 2012 et nous le dire? Non, la page est de fait tournée, puisque Dominique Strauss-Kahn ne sera pas candidat à la primaire qui aboutira à désigner le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Donc cette page est tournée. Le fait que ce soit douloureux ou pas est finalement une question très personnelle. Ça n'est pas un aspect public de la vie politique. Quant au candidat ou à la candidate que je choisirai, d'abord j'attends de voir qui sera officiellement candidat. Ensuite j'attends d'entendre ce que chacun dira. C'est un peu la langue de bois. Vous savez à peu près qui se prépare, qui est dans les starting blocks? Écoutez, peut-être savez-vous mieux que moi qui je choisirai, auquel cas, après l'émission, vous me direz qui c'est, car pour l'instant, je ne le sais pas. Ne sachant pas précisément qui sera candidat ou pas, même si, comme vous, j'ai bien sûr de fortes présomptions, et ne sachant en tout cas pas ce que ceux qui s'apprêtent à être candidats pourraient proposer. Et en ce qui me concerne, je jugerai sur pièce. Alors, Jérôme Cahuzac, restez avec nous, on va parler d'un dernier sujet, d'un autre sujet, c'est le machisme en politique. Plusieurs femmes politiques, vous avez dû les voir, ont témoigné récemment dans la presse pour évoquer le comportement machiste qu'elles subissent parfois. On va voir ce qu'il en est au Sénat avec Élise Ecardi. C'est ça le sujet, c'est les sénateurs machos, moi je trouve pas. Est-ce qu'il y a du machisme au Sénat ou pas? C'est nouveau ça. Qu'on se le dise, au Sénat il n'y a pas de problème de sexisme. Les hommes et les femmes c'est le même combat. Mais quand on demande si une femme pourrait devenir présidente du Sénat... Pourquoi pas? Si elle est compétente. On est une question de compétence. Pareil quand il s'agit de politique, pas pour le reste, c'est tout. Vous pensez que les mentalités ont suffisamment avancé pour que le Sénat soit prêt? Je pense, mais pas en pour être honnête. Alors, je crois que dans cette maison, le machisme, le sexisme n'existe pas. Ça n'empêche pas effectivement l'humour. Ça n'empêche pas l'humour, ni les remises en place. Nicole Bricq le sait bien. Elle est l'une des seules femmes à siéger à la commission des finances du Sénat, une commission prestigieuse et plutôt destinée aux hommes, lui a-t-on fait comprendre au départ. on m'a dit, ah oui, mais tu es nouvelle. J'ai dit, je suis peut-être nouvelle, mais enfin quand même, j'ai un background derrière moi quand même. C'est vrai que peut-être qu'une femme doit, dans certains domaines, prouver sa compétence. Mais la preuve a été faite depuis. Tous, hommes et femmes, reconnaissent tout de même que les lois sur la parité, au municipal notamment, ont permis une plus forte représentation, un premier pas vers une égalité réelle. Jérôme Cahuzac, une femme présidente du Sénat, apparemment l'idée fait son chemin. Une femme présidente de la République, est-ce que d'abord c'est possible et est-ce que vous le souhaitez? Je l'ai déjà souhaité en 2007, donc pour moi ça ne sera pas nouveau si une autre femme se présente que je déciderai de soutenir. Mais ce qui est vrai et ce qui ressort de ces témoignages que vous avez recueillis, c'est que dans la vie politique comme dans la vie industrielle ou dans la presse, à compétence égale, une femme est obligée probablement de travailler davantage et de donner davantage de gages ou de preuves de son intelligence, de son travail, de sa lucidité, qu'un homme pour arriver aux mêmes fonctions. Ça n'est évidemment pas satisfaisant, ça n'est malheureusement pas limité à la vie politique. Merci beaucoup Jérôme Cahuzac d'avoir été notre invité. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'information en images. Il est préparé pour vous ce soir par Patrick Jean-Pierre. Première journée de l'Amérique latine et des Caraïbes. À l'occasion, une orchidée symbole de l'amitié a été spécialement créée. Cette manifestation a été voulue il y a 6 mois par les sénateurs. Elle deviendra un rendez-vous régulier pour parfaire les relations entre la France et l'Amérique latine. Ratko Mladic est arrivé au quartier pénitentiaire de La Haye. Il était l'homme le plus recherché d'Europe. C'est désormais la justice internationale qui le jugera. Âgé de 69 ans, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie est accusé de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995. Ratko Mladic encourt la prison à vie. Attention, téléphoner avec son portable peut être dangereux, c'est l'OMS qui le dit. L'agence de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé estime que l'usage des téléphones portables devait être considéré comme peut-être cancérogène pour l'homme. Il y a de plus en plus de preuves selon un groupe d'experts. Tout est à recommencer. Ce ne sont pas les concombres espagnols qui seraient la cause de l'épidémie qui s'est abattue sur le nord de l'Allemagne. La situation est aujourd'hui d'autant plus inquiétante alors que la maladie a déjà fait 16 morts, 15 en Allemagne,
un en Suède. Des chercheurs de l'université de Münster en Allemagne ont annoncé avoir mis au point un test rapide pour détecter chez les malades la présence ou non de la dangereuse bactérie. En France, l'Institut national de veille sanitaire faisait état lundi de 6 adultes qui souffraient de diarrhée sanglante. Voilà, et pour évoquer cette affaire, ou plutôt ce scandale sanitaire, deux invités avec nous ce soir. Jean Bizet, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes sénateur UMP de la Manche, président de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Avec nous également Jeanne Bruger-Picou, bonsoir. Bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes professeur vétérinaire et chef de service à l'École nationale de Maison-Alfort. Et justement, ma première question s'adresse à la spécialiste que vous êtes. Est-ce que vous avez été surprise quand vous avez, pour la première fois, entendu parler de cette affaire, ou est-ce que on s'attendait à encore une affaire, un scandale sanitaire? Non, c'est assez courant qu'il y ait des contaminations par ce colibacille entéro-hémorragique. Mais ce qui a été surprenant, c'est qu'il s'agissait de personnes adultes. Souvent, ce sont plutôt des très jeunes enfants, parce qu'ils sont immunodéprimés physiologiques, qui sont sensibles. Et là, on parle de personnes adultes. Donc c'est une question de régime alimentaire. Jean Bizet, on vient d'apprendre que, selon les dernières informations, les derniers tests, finalement, ces concombres espagnols ne seraient pas mis en cause. Donc au niveau de l'Europe, ça change tout, ça change la donne déjà, parce qu'il y a failli y avoir une affaire diplomatique entre l'Allemagne et l'Espagne. Oui, et j'avoue que j'ai rencontré récemment, pour ne pas très exactement ce matin, mon homologue espagnol, et qui était très ennuyé parce que principe de précaution, oui, mais principe de dénonciation sans vérification, non. Et il importe maintenant d'avoir des preuves pour véritablement savoir d'où venait cette contamination. Et puis je dirais qu'il va falloir clarifier les choses parce que nous sommes au troisième gros scandale de sécurité sanitaire. Vous parlez bien de scandale. Oui, c'est un scandale, si vous voulez, pour la bonne raison. Si je fais référence à ce que nous avons vécu il y a quand même quelques années dans le cadre de l'encéphalopathe spongiforme bovine, autrement dit la maladie de la vache folle, c'était en Angleterre. Il y a quelques mois, c'était à nouveau en Allemagne avec l'œuf contaminé à la dioxine. Là, concombre, on ne sait pas d'où est l'origine, mais à chaque fois, c'est plutôt sous-tendu être la conséquence d'une compétitivité de l'agriculture au détriment de la sécurité sanitaire. Donc c'est là où je dis qu'il y a un scandale. Professeur, comment ça se fait qu'on ne sait pas précisément d'où ça vient, qu'on parle de ce concombre, là qu'on parle de tomates, de salades, de légumes? Comment ça se fait? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi on ne peut pas remonter à la source? Alors, je crois qu'il faut surtout savoir par une enquête épidémiologique ce qu'ont mangé les personnes, parce que classiquement, on parlait plutôt des viandes, c'était la maladie du hamburger mal cuit ou du lait contaminé, mais on savait aussi au Japon, par exemple, que c'était des radis il y a plusieurs années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une contamination fécale, c'est-à-dire que c'est un manque de biosécurité qui est à l'origine d'une contamination de l'aliment. Alors peut-être le concombre, peut-être des salades, peut-être des tomates, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir exactement quoi. Moi, je pars en Allemagne demain, je voudrais savoir où est-ce qu'il faut manger ou pas. Vous allez prendre des précautions, peut-être qu'on peut le dire ici en France, des précautions particulières aux téléspectateurs qui nous écoutent. On les a entendus un petit peu. Quels sont vraiment les gestes qu'il faut faire en tous les cas? Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut surtout continuer à manger quand même des concombres français, parce que là actuellement la crise était terrible pour les gens de la filière concombre, parce qu'il suffit de les laver, parce que c'est une contamination de surface qui est en cause. Donc il y a eu une erreur quelque part, peut-être justement dans des légumes d'origine espagnole, parce que c'est ce qui semble quand même exister. On voit bien que c'est en Allemagne que ça s'est passé, puisque on n'a pas d'autres cas en Europe, si ce sont des gens qui reviennent d'Allemagne. Donc il faut surtout se dire que ce qui est français est bon. Jean Bizet, justement, l'Allemagne a réagi seule, l'Espagne seule, la France est en train de prendre des dispositions toute seule. Mais où est passée l'Europe, même sur ce plan-là? De toute façon, l'Europe, nous avons un marché unique et lorsqu'il y a un problème de ce type, il y a des mesures nationales, si vous voulez. Donc on reste toujours sous l'égide d'un marché unique avec des mesures nationales, tout pendant qu'on n'a pas clarifié véritablement le problème. Mais ceci suppose également qu'on aille toujours plus avant en matière de traçabilité et plus avant en matière, je dirais, de maîtrise de notre réseau d'épidémiosurveillance. Moi, j'avoue qu'en France, on est depuis 1998 avec la création de l'AFSA, depuis 2000 avec la création, les années 2000 avec la création de l'autorité alimentaire européenne.
on a une structure particulièrement efficace et j'ajouterais également l'Institut national de veille sanitaire. Donc pour moi, ce que je trouve, c'est quand même qu'il y a une dérive de la politique agricole commune. Si on veut, à la veille des négociations, 2013, c'est quand même demain matin, si on veut sécuriser et bien faire comprendre à nos concitoyens l'importance de dépenser une cinquantaine de milliards d'euros dans le cadre du budget de l'Union européenne, donc pour avoir une PAC importante, il faut absolument sécuriser justement la qualité sanitaire de nos aliments. Alors, sécuriser la qualité, il y a aussi tout l'aspect communication qui est très important. Justement, professeur Brigière-Picot, est-ce que la communication, on va parler de la France, est rassurante? Est-ce que toutes les mesures qui sont prises, ou en tous les cas tous les éléments qui sont envoyés, les signaux qui sont envoyés pour ce que vous dites, laver les légumes, ne pas toucher avec le même couteau, etc., est-ce que tout cela est suffisant aujourd'hui? On doit rester à ce stade-là? Chez nous, oui, la communication est suffisante dans la mesure où on n'a pas de cas d'origine française. Et ce qu'il faut surtout voir, c'est que l'origine étant allemande, il faudrait savoir d'où vient, et comme l'a dit le sénateur Bizet, quelle est la traçabilité de l'origine de la contamination. Et ça, nous sommes encore à nous demander quelle est finalement cette origine, puisque le concombre n'est plus en cause, paraît-il. Il y a quand même 6 personnes qui souffraient, en tous les cas, de symptômes. Il y a 6 cas en France, même oui, si mais évidemment... venant d'Allemagne. Venant d'Allemagne, voilà. Tout à fait. C'est localisé malgré tout. La traçabilité est là. C'est localisé malgré tout au nord de l'Allemagne. Même si ces personnes ont essaimé dans le reste de l'Europe, que ce soit cette Suédoise qui vient de décéder, ou 6 Français qui sont contaminés, mais Dieu merci, qui ne sont pas en état de... Alors il y a aussi tout le problème des agriculteurs et des paysans. On a parlé déjà de la sécheresse. Voici un autre problème aussi pour les Français, mais aussi pour les Européens. Il y a aussi cet aspect-là qui compte. Malheureusement, il peut peut-être parfois un peu plus compter que le problème sanitaire. Ça vous inquiète ou pas? L'agriculture n'est pas une activité comme les autres, on le sait, et on le découvre malheureusement tous les jours. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la dernière loi qui a été votée, la loi sur la modernisation agricole, eh bien, on a mis quelques clés de sécurité, notamment des garanties aléas sanitaires, garanties aléas climatiques, pour essayer, autant que faire se peut, eh bien, de sécuriser le revenu des agriculteurs. Et le dernier point qu'on est en train de régler, ou tout du moins d'apporter quelques réponses avec le président de la Commission de l'économie, Jean-Paul Émorine, c'est de mettre en place eh bien, quelques clés de sécurité pour essayer de, je dirais, modérer la volatilité du prix des matières premières agricoles, ce qui d'ailleurs sera décliné par le ministre de l'Agriculture au G20 au cours du mois prochain à Paris. Alors, on va préciser à nos téléspectateurs la question du jour avec notre partenaire, le Figaro.fr. Elle concerne bien sûr ce sujet. Je parlais d'affaires, vous avez parlé de scandale sanitaire aussi. Concombre toxique, faut-il suspendre l'importation de légumes en France? On a parlé de légumes et pas de concombres puisque les tests ce soir semblent prouver qu'ils n'y sont pour rien. Oui pour 67% des votants, non pour 25% d'entre eux. Madame le professeur? Écoutez, c'est vrai que c'est difficile. On ne sait pas quelle est l'origine exacte de cette contamination. A priori, ce n'est pas de la viande ni du lait. Mais on va savoir peut-être tardivement l'origine. C'est une enquête qui va nous permettre... Mais rassurez-nous, ça ne va pas durer des semaines, des mois en attendant tout ce qui est en train de se maintenant, passer. je pense qu'il doit y avoir des précautions de prise sur l'utilisation de certains légumes d'origine espagnole, puisqu'il paraît-il, ils seraient d'origine espagnole. Et puis, sont-ils d'origine bio aussi? Parce que, si vous voulez, tout le problème est là. Il y a eu contamination fécale. Donc, cela veut dire qu'il y a eu un manque de biosécurité dans la préparation de ces légumes. Ils ont été arrosés avec de l'eau polluée. Donc il faudrait aussi savoir pourquoi ils sont partis contaminés dans un pays autre que l'Espagne. Que l'Espagne. En tous les cas, ce soir, ce qu'on apprend, c'est confirmé, c'est que les concombres, selon, on est très prudent, une série de tests et d'études ne seraient pas en cause dans cette bactérie tueuse. Merci beaucoup d'avoir été les invités du 22h ce soir. Peut-être, malheureusement, nous aurons encore l'occasion de parler de cette bactérie et du bilan qui s'alourdit avec une 16e victime aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de ce 22h. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite avec un documentaire intitulé Histoire de la diplomatie française. Très très belle soirée sur Public Sénat.
La France a-t-elle raté le rendez-vous des révolutions arabes? Sommes-nous une cible pour le terrorisme islamiste? Quelle est vraiment notre influence dans les grands sommets internationaux? Ce sera le thème du docu-débat cette semaine, avec un documentaire passionnant qui retrace 5 siècles de diplomatie française, et c'est sur Public Sénat. Élise Lucet présente Le Débat, dimanche à 10h sur Public Sénat. La France n'est-elle pas en train de vous tromper avec l'Angleterre? J'ai la joie de vous annoncer que sur avis favorable du roi, je vous nomme attaché d'ambassade à Madrid. Ça ne justifierait pas que 2 grandes nations se battent. Il leur suffira de dire solennellement et fortement, plus de guerre. Nationalisme, c'est la guerre. Tendez la main à l'Angleterre. Jamais. Depuis ce matin, nous tous devenons Européens. En Europe, il n'y a plus d'ennemis. Et si vous ne souhaitez pas qu'on vous dise des choses désagréables, ne venez pas à un Parlement démocratique. La France assume ses responsabilités. Depuis toujours, la diplomatie a instauré des principes destinés à éviter la guerre ou à restaurer la paix. La codification, le rituel, le protocole ont rythmé son déroulement à travers les siècles. Mais la diplomatie est avant tout un art de l'équilibre. Tenus à une négociation permanente, les diplomates fixent les frontières, tissent des alliances, assurent le rayonnement de leur pays. Mais ces pratiques, qui ont mené l'histoire de l'institution de la Renaissance à nos jours, n'ont pas réussi à éviter l'embrasement de la Première Guerre mondiale. En 1919, le temps d'un système d'alliance classique est révolu. La diplomatie doit changer d'échelle pour trouver une réponse globale au premier conflit international. La Société des Nations, la SDN, est dorénavant chargée de réguler les relations entre États et d'assurer la paix. Mais cette organisation, sans armée, et à laquelle le Sénat américain a refusé d'adhérer, ne peut jouer pleinement son rôle. La France se retrouve sans garantie face à une Allemagne vaincue, mais encore puissante. 2 hommes vont se succéder à la présidence du Conseil pour tenter d'assurer la sécurité du pays. Leurs visions s'opposent. Dans un premier temps, Poincaré pratique une politique de fermeté face à une Allemagne récalcitrante à appliquer le traité de Versailles. Puis, en 1925, Briand va jouer la carte de la conciliation, en essayant d'associer l'Allemagne à une politique de paix et de sécurité collective. La première illustration de cette nouvelle approche, c'est le pacte de Locarno en 1925. À Locarno, en Suisse, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Pologne et la Tchécoslovaquie renouent le dialogue avec l'Allemagne et vont, d'un commun accord, fixer et garantir les frontières de leur pays. Aristide Briand vient de concrétiser son